Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas. Prendre un enfant pour un roi. Et oui, prendre un enfant par le cœur, André Berkoff, pour soulager ses malheurs, et ils sont nombreux à avoir besoin de réconfort aujourd'hui. En 2021, André, bien près de 50 000 d'entre eux ont été victimes de maltraitance en France. 50% par leur mère, 36% par leur père, 9% par leurs beaux-parents et le reste par des proches de leur famille, André. Oui, et nous recevons vraiment... Il y a un témoignage extraordinaire, très très bouleversant, on dit émouvant. Ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que on dit, vous savez, la plupart d'entre nous, effectivement, on vit, on a des problèmes, on a des malheurs, on a des bonheurs, etc. Et puis, il y a des personnes qui vivent des choses extrêmes et extrêmes. Et on se dit que quand ils réchappent, vraiment, chapeau à leur résilience, chapeau à leur structuration, chapeau à leur colonne vertébrale pour y arriver quand on est dans une situation d'atrocité, il faut le dire, de persécution. Et on reçoit deux personnes, l'un qui témoigne de sa propre vie, Marie-Claire Vidja, avec Olivier Goujon, l'enfant volé chez Max Milo. C'est vraiment un récit qui m'a totalement bouleversé, et Céline Alonso aussi. Et puis un remarquable ouvrage de journaliste de Claude Ardide, Les enfants du purgatoire. C'est aussi un sujet, c'est une enquête au cœur de la brigade des mineurs de Marseille. Eh bien voilà, sont les mineurs. Et au lieu que les enfants soient le territoire de l'innocence et de la protection, ils deviennent le territoire du martyr. Et ça, c'est impossible, malheureusement, ça existe. Et oui, et effectivement, il faut le rappeler, comme le disait Albert Camus, André Berkoff, un homme sain s'empêche malheureusement. Beaucoup l'ignorent. Comment une mère peut-elle être complice du rapt de sa fille, la battre et la rendre coupable de ses actes? Comment un homme peut-il violer sa fille, sa petite fille, sans éprouver donc le moindre sentiment de crime? Pourquoi la loi du silence qui règne dans l'entourage de ces criminels? Eh bien, on va soulever toutes ces questions dans un instant sur Sud Radio. Restez avec nous. Dans tous ses états, André Berkoff, Céline Alonso. Bonjour à vous et merci d'être avec nous sur Sud Radio jusqu'à 14h. Vous citez cette chanson de Barbara dans votre livre. Vous publiez L'enfant volé soumise à la violence de sa famille, aux éditions Max Milo, un livre que vous avez coécrit avec Olivier Goujon et dans lequel je suis émue. Excusez-moi, chers auditeurs. Vous racontez l'enfer que vous avez vécu. Que vous avez vécu à 11 ans. Ça m'a bouleversée. Vous avez été kidnappé par votre beau-père avec la complicité de votre mère séquestrée en Algérie. C'est vrai que c'est un récit absolument bouleversant et terrible, mais ce qui est important, et c'est pour ça qu'avec Céline Alonso, on est très heureux d'avoir Marie-Claire Vidja avec nous, comme on est très heureux aussi de parler des enfants du purgatoire et de la brigade des mineurs de Marseille, que raconte Claude Ardide. C'est parce que il faut parler de ça tout le temps, chaque fois qu'on peut revenir là-dessus, sur les gens sans défense. Il faut rappeler ça, les gens sans défense, parce que la lâcheté de ces ordures, je le dis, c'est de s'attaquer à des gens sans défense. C'est le comble, ça, pour moi. Oui, je rappelle Marie-Claire Vidja, à l'âge de 11 ans. Vous avez été kidnappée donc par votre beau-père avec la complicité de votre maman et séquestrée en Algérie. Donc pendant 10 ans, votre calvaire a commencé à la naissance. Pourquoi votre maman vous a abandonné? Bonjour Céline, je suis très émue par vous. Désolée, j'en perds les mots. À cette question, je ne peux pas répondre. Je n'ai pas la réponse et je ne l'aurai jamais. Oui. En tant que personne et en tant qu'enfant que je demeure, on voit une femme là, mais en fait, je reste cet enfant. Mais aussi en tant que moi-même maman, j'ai pas de réponse à cette question. Et votre maman, en fait, elle avait 16 ans quand elle vous a eu. À la naissance, elle vous a abandonné sous le porche d'une église. C'était pas n'importe quel porche, c'était le porche du village de ses parents qui l'avaient mise à la porte quand ils avaient appris sa grossesse. Par hasard, c'est votre grand-père qui vous a retrouvé. Oui, c'est ce que vous racontez. Oui. C'est ce qu'on m'a raconté, parce que du coup, moi, je risque pas de m'en souvenir. Bien sûr. Mais je dis à cela, au départ, je me dis, c'est bien.
C'est une chance que mon grand-père et pas quelqu'un d'autre m'ait retrouvé. Du coup, c'est resté dans la famille. Il n'y a pas eu de problème administratif, etc. Avec du recul, je parle. Mais à un moment, il y a eu des moments où je me suis demandé si c'était vraiment une bonne chose du sort. Je sais pas. Mais juste Marie-Claire Vidja, votre mère, enfin on ne va pas faire d'explications psychologiques, mais vous dites que les sévices ont commencé très vite de la part de votre mère, enfin qui vous a maltraité, c'est ça qui... Bon, et c'est quoi? Parce que en fait, à 16 ans, elle n'avait pas du tout envie de tomber enceinte, que vous étiez un accident et qu'elle n'a pas supporté ça? D'après ce qu'elle m'a dit après coup, c'est que elle avait dit à mon père qu'elle était tombée enceinte, que lui, c'est ce qu'elle a dit, que lui était ravi, mais que elle ne l'était pas, et que j'ai gâché sa vie, que je l'ai empêché de faire des études, et que Oui, c'est-à-dire que vous aviez, à cause de vous, elle n'avait pas fait ce qu'elle aurait dû faire, mais alors elle se vengeait sur vous. En tout cas, à partir du moment où moi j'en ai souvenir, puisque je peux pas dire que c'est dès la naissance, non, moi je peux dire qu'à partir de mes 3 ans et demi, c'est là que je commence à avoir des souvenirs. Je pensais que c'était des souvenirs de l'âge de 6 ans, mais en fait c'est plus tard, en parlant avec un oncle, il me dit mais comment tu peux te souvenir de ça, t'avais 3 ans? Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais des souvenirs. Alors, souvenir de quoi? Qu'est-ce qui est souvenir de quoi? En fait, mon premier grand souvenir, c'est mes 3 ans et demi à Bangkok. En même temps, j'ai envie de vous dire, si vous allez à Bangkok et que vous voyez des danseuses et des serpents et des éléphants et une grande prison avec des milliers, pour moi, des centaines de prisonniers, dont mon beau-père, forcément, ça marque votre esprit. Donc, je crois que là, que ma mémoire... vous étiez à Bangkok, oui, votre beau-père, vous avez... C'était un voyage, ouais. Un voyage bizarre, mais moi, j'en ai gardé... C'est bizarre, j'ai le côté très féerique du truc. Et le truc très ténébreux. Et c'est plus tard, en parlant à mon oncle qui était venu à ce voyage-là, qui me dit comment tu peux savoir ça, toi? Comment ça, tu te souviens de la valise? Parce que moi, c'est la valise qui m'avait marqué. Les gamins, on est très chiants. On a des détails dans la tête comme ça. Parce qu'il est venu avec une valise et puis quand il est revenu, il l'avait plus, la valise. Du coup, moi, j'étais inquiète qu'il ait perdu sa valise. C'est très con, mais n'empêche que c'est ça. C'est marquant. Oui, et vous racontez dans votre livre en détail, et c'est pour ça que je suis très émue, parce que j'ai dévoré ce livre, et vous racontez, pour que nos auditeurs comprennent l'horreur que vous avez vécue enfant. Plusieurs fois par semaine, votre maman vous étranglait. Plusieurs fois, elle vous a planté un couteau dans le dos, dans les bras, pardon. Elle vous traitait de sale arabe, parce que votre père biologique est algérien, c'est ça? Ça, par contre, moi, je savais pas ce que ça voulait dire, en fait. Je savais que quand elle me disait « bougnoul », c'était une insulte. Je le sentais, mais j'avais pas la compréhension du truc. Sale arabe, idem. Alors, on va me dire « mais tu vivais dans quelle planète, sur quelle planète ?» Non, moi, je vivais dans mon petit village tranquille. J'ai jamais ressenti de racisme à l'école ou quoi ou qu'est-ce. Donc, du coup, je comprenais vraiment pas. Et mon beau-père avait beau être le meilleur ami de mon père et être aussi d'origine algérienne, il avait rien dans son attitude qui faisait que je voyais qu'il y avait une différence culturelle ou quoi ou qu'est-ce. Du coup, moi, je n'ai pas compris. Donc effectivement, puis bon, après, ma génitrice, ça a été une... Alors on va encore... Mais malheureusement, c'est comme ça. Elle a eu la vie qu'elle a eue, elle a été battue elle-même, elle a été maltraitée elle-même. Et par contre, ça m'insupporte quand on se permet de dire « Oui, donc, un enfant maltraité sera un maltraitant. » Non, s'il vous plaît. Merci, Boris Cyrulnik. Non, non et renom. Tout enfant maltraitant ne sera pas un adulte maltraitant. Absolument. C'est une minorité. Et d'ailleurs, à force de dire ça, moi, à un moment donné, quand je suis tombée enceinte, j'ai eu très peur. D'être une mauvaise mère aussi, de reproduire un petit peu les mêmes schémas. J'ai dit, je vais pas faire d'enfant parce que moi, je peux pas maltraiter. Et c'est là qu'on m'a dit, mais en fait, si tu penses ça, c'est que ça va aller. Donc, ma génitrice a été maltraitée. Alors moi, j'ai tendance à dire ça parce que je reste cet enfant et je peux pas accepter l'idée qu'elle ait fait ça gratuitement. Je reste l'enfant, en fait, et ça reste difficile pour moi de dire qu'elle aurait fait de sang-froid de m'étrangler sous la douche tous les matins, de mordre jusqu'au sang, de me planter pour rien. Mais régulièrement? Oui. Régulièrement. Et ce qui est terrible,
Le passage, moi, qui m'a le plus bouleversé dans votre livre, c'est quand vous racontez qu'à 10 ans, elle vous a frappé parce que vous avez refusé de participer à une orgie sexuelle qu'elle avait organisée et qui se déroulait sous vos yeux. Ouais, et ça, j'ai pu en parler qu'avec le livre. Avant, je pouvais pas. C'est que depuis septembre 2022 que je parle de tout ce qui est de l'ordre de l'inceste. Que ce soit l'avant ou l'après-rapt. J'ai beaucoup de mal. Et mon co-auteur, que je ne remercierai jamais assez, et mon éditeur, que je ne remercierai jamais assez, et mon agente d'auteur, m'ont permis de le dire parce que, en fait, je parle pour tous les enfants. Ça fait 120 ans que le rapt parental existe, ça fait 120 ans qu'on est silencé. Nous, on est dans un conflit de loyauté, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va parler, on doit renoncer à nos deux familles, même si nos deux familles ont renoncé à nous en nous faisant ce qu'elles nous ont fait. Mais ça reste nos deux familles, même si on n'a plus de lien, mais ça reste nos deux familles. Donc, c'est très compliqué. Mais il y a bien un moment où il faut mettre les pieds dans le plat, puisque personne qui n'est pas concerné ne veut le faire pour nous. Du coup, nous, on est obligés de le faire. Eh oui. Alors avançons dans votre histoire, Marie-Claire Vidja, en 1985. Donc vous êtes enlevée sans grande difficulté, c'est effroyable, par votre beau-père. Vous vous embarquez à Marseille sur un ferry. Vous dites au douanier, vous avez 10 ans, que c'est pas votre père, que vous voulez pas partir avec cet homme. Il ne vous croit pas. Ma vie aurait été tout autre s'il m'avait écouté, ce monsieur. S'il est vivant, s'il se reconnaît, qu'il n'ait pas peur. Je suis dans une démarche de bienveillance, de compréhension, de tolérance. Et ce que je veux, c'est qu'on améliore les choses pour les enfants raptés. Donc, s'il m'entend, j'aimerais vraiment qu'on se parle. Je ne lui en veux pas, je ne lui fais pas porter la responsabilité. Je comprends. Mais quand même, s'il m'avait entendu, je vous en supplie, à tous les flics de France et du monde, et je dis flics, pardonnez-moi, et pas policiers, je vous en supplie, quand un enfant vous dit quelque chose, perdez du temps, perdez de l'argent, écoutez-nous. Franchement, qu'est-ce que j'avais à gagner à dire « Ben non, en fait, j'ai dit la vérité, ce n'est pas mon père, je ne veux pas partir. » Vous imaginez, ma vie aurait été tout autre. Eh oui. Mais la DAS, ça aurait été des vacances. Et puis c'est mon pays. C'est mon pays. Je vais dans une structure de mon pays, ma langue, ma culture. Et puis moi, je suis pas une orpheline. J'ai des grands-parents, j'ai des tantes, des oncles. Je les adore. J'aurais pu être prise en charge chez eux. Ah oui. Alors, en arrivant en Algérie, vous êtes placé dans la famille de votre père qui, lui, en fait, avait été interné par sa famille parce que le pauvre, il était devenu fou en apprenant donc que votre mère l'avait trompé avec son copain d'enfance qui est en fait votre kidnappeur. Qui est le beau-père. Oh, exactement. Alors, un de ses frères devient votre tuteur. Un des frères de votre père biologique. C'est un musulman radical. Et là, vous allez plonger carrément dans la folie de l'intégrisme. Qu'est-ce qui se passe, oui, à ce moment-là ? 12 ans, on vous oblige à porter le voile. À 16 ans, le tchador. Et quand vous le retirez, ben, vous êtes battu. Ah bah, je le retire pas, je suis pas folle. Hein. Ouais. Déjà, j'ai fait une connerie de le retirer quand j'ai fait une de mes évasions et je me suis dit que j'étais pas très stratégique. Oui, mon beau-père c'était plus que le copain d'enfance, c'était le voisin, meilleur ami, élevé par ma grand-mère. Voilà, c'est à l'ancienne, les maisons, les familles. Je connaissais tout le monde. Voilà, les portes ouvertes, voilà. Et donc, mon père est, je le dis dans le livre, fou, dérangé, shooté, je ne sais pas. Hein, parce que moi, la seule personne qui ait eu des propos très lucides, ça a été lui. Donc, je n'ai jamais compris ce qu'était la folie. Je m'interroge dessus. Et puis, mon oncle, en fait, parmi tous les oncles que j'ai, parce que j'en ai plein, hein, Oui, grande famille. Etc. Voilà. Après, j'ai demandé pourquoi lui. À un moment donné, à ma grand-mère, elle m'a dit parce qu'il n'était pas marié. C'est pas vrai. Il y en avait d'autres qui n'étaient pas encore mariés, qui n'étaient pas charge de famille. Donc, ça aurait pu être le cas. Bon, enfin, bref. Il y a eu, oui. Ça a été lui. Et lui, la première année, d'emblée, il m'a dit t'es une Algérienne, arabe, fille d'Algérien, arabe musulman, donc t'es musulmane. À l'époque, je ne savais pas que mon père était athée, mais après, quand je l'ai su, je lui ai rétorqué, non, en fait, mon père, il est kabyle, il est athée, donc déjà, il y a
Gambaldon, là. Mais en fait, la première année, il m'a montré les griffes en tant qu'homme, en tant que masculin, en tant que patriarche, en tant que t'es une femme, tu baisses les yeux, tu fermes ta gueule. Bon, à cela, moi, à 11 ans, je sais pas, j'ai été hyper insolente, je l'ai toujours été, et pour moi, je ne suis pas insolente, je suis insoumise, et fière de l'être. Je lui ai répondu que non, je ne baisserais pas les yeux, que j'étais pas un chien, et que même à un chien, je lui demanderais pas de baisser les yeux, que je fermerais pas ma gueule. Bon, ça c'est un mauvais démarrage. Et pendant la première année, il a été plus ou moins... il n'était pas encore radicalisé lui-même, donc il était en cheminement vers cette saleté. Donc on allait à la plage, on allait au cinéma. Ça avait l'air de rien comme ça. C'est tout doucement que ça s'est fait. C'est doucement, ça n'a pas basculé d'un coup. Non. Et puis la claque, par contre, elle est... elle est fatale quand elle arrive. Et oui. Elle est énorme. Et c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Attends, qu'est-ce qui se passe concrètement? Comment ça arrive? Comment ça arrive? Déjà, moi, je suis l'objet de la... où il exprime le plus son autorité, vu que je suis sa fille, entre guillemets. Entre guillemets, ouais. Voilà. Mais il impose aussi à toute sa famille sa radicalité. C'est-à-dire qu'il dit à sa propre mère qu'elle n'est pas musulmane. C'est pas ça. Oui, elle n'observe pas les stricts commandements. Voilà, donc il attaque tout le monde en fait. Hein. C'est pas moi. Hein. Mais il sera quand même d'une très grande violence avec vous. Un jour, il vous dira il vous dit les putes, on les égorge, mais toi, je vais t'enterrer vivante. Oui. Et, en fait, je vous avoue que oui, j'ai été consciente que la violence que j'ai vécue à la fois ici, chez moi, puis là-bas, était grave. Et énorme. Mais si vous voulez, quand c'est votre quotidien, vous voyez plus le degré de gravité, en fait. Le seul seuil, c'est je vais mourir ou pas, en fait. Ouais. Tout le reste, c'est pas grave. J'arrive à survivre ou j'arrive pas à survivre. Voilà, en fait. C'est après coup. Mais le après coup aussi, c'est que moi, j'ai pas voulu analyser, en fait. J'ai fait l'autruche. Donc oui. Mais vous bon. Vous n'aviez pas les moyens de ne pas faire l'autruche. C'est une question de survie. Soit je fais l'autruche et je m'en sors, soit je mets vraiment le nez dans tout et c'est insurmontable. La preuve, c'est que j'ai des bêtises, mais tous les jours, quand j'ai mon moment où je flanche, je me rattrape vite parce que c'est très dangereux. Hein. Mais cet homme vous a violé pratiquement tous les jours pendant 8 ans, Marie-Claire Vidja. Votre grand-mère, 10 ans, votre grand-mère, elle avait conscience de ce qui se passait quand même. Mon père a dit un jour, j'avais 16 ans, il a dit faut que ça s'arrête, mon frère est amoureux de ma fille. Et il a dit ça devant tout le monde. Vous voyez, la culture là-bas, c'est compliqué de dire ça. Déjà, même chez nous, ici, c'est compliqué. Mais alors là-bas, je me suis dit, bon, enfin, je suis pas folle, c'est pas bien ce qui se passe. Parce que moi, enfant, je peux pas certifier que c'est pas bien ce qui se passe. Oui, bien sûr. La grille de lecture et la grille d'appel n'est pas la même. Et puis j'ai toujours pensé que j'avais tort, à force qu'on me dise que tout est de ma faute et que c'était dans ma tête et que je racontais des conneries. Quelle confiance vous voulez que j'ai en ce que je pense ou ce que je crois? Il faut dire que pendant 10 ans de kidnapping, votre mère est venue vous voir au bout de quelques années, elle vous a traité un peu comme une étrangère et elle vous a fait culpabiliser en quelque sorte. Elle n'est pas venue me voir, hein. Rectification. Oui, enfin elle est venue à Alger. S'installer, pas pour vous voir, effectivement. Non, elle est revenue 8 ans plus tard. Elle est venue qu'une fois déjà en septembre 85. C'est-à-dire qu'on a été kidnappés le 9 juillet 85. Elle est venue une fois en septembre et je ne l'ai pas revue jusqu'en l'été 93. Je l'ai revue, en 88, vite fait devant les États. Mais c'est ça, une demi-journée entourée de journalistes, avocats et du monde entier. Mais en 93, elle est revenue au bout de 8 ans. Elle a récupéré mes 2 sœurs à la capitale. Et moi, par hasard, je l'ai su par mon Pépé par alliance, le papa de mon kidnappeur. Et oui, c'est ça. Et oui. Et 7 ans alors après avoir été kidnappé, vous allez quand même réussir, grâce au père de votre kidnappeur, de récupérer vos papiers d'identité. Mais vous ne parviendrez pas à vous évader que 3 ans plus tard. Enfin, vous y arriverez plus tôt. Oui, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai récupéré, mais en fait, franchement, c'était incroyable. Moi, j'hallucine encore, et je suis joyeuse quand je repense à ce moment. Je sors de chez mon ami, le chauffeur m'attend, et je lève les yeux et je vois Pépé. Et là, mon cerveau, il fait mais non.
Oh, mais vraiment, c'est Pépé? Oh ouais, c'est Pépé. Oh, j'étais contente. Mais je me suis dit, merde, comment je fais? Et puis tous les deux, on s'est regardés. Puis, ok. Du coup, je suis allée dans un magasin et il est rentré. Lui, vieux monsieur, il a le droit. Du coup, c'est pas grave, même si c'est un magasin de vêtements pour femmes. C'est un vieux monsieur. Donc, il est rentré. Et puis, il m'a dit, comment tu vas? Je lui dis, super mal. Il fait, non, mais je sais, j'ai de tes nouvelles, tout ça. Tu sais que elle est là. Je lui dis non. Il fait, oui, elle est là depuis quelques mois, elle a récupéré les petites. Est-ce que tu veux que je te mette en contact? Je fais, bah ouais, je veux rentrer, surtout. Et il me dit, tu veux tes papiers? Je fais, sans blague. Il les a. Le surnom que je donnais à mon kidnappeur. Et il me dit oui, il me dit, ils sont chez un de mes fils à tel endroit. Et là, je suis vraiment effondrée parce que cette maison, je passais devant depuis toutes ces putains d'années, pardon pour le terme. Passer tout à côté de cette maison où il y avait mes papiers. Mais vous ne le saviez pas. Ah non, mais enfin, ça rend fou. Du coup, il me rend mes papiers. Bon, pour moi, c'est une victoire, mais en fait, non. Non, c'est pas une si grande victoire, c'est une énorme victoire. Mais ils sont périmés. Donc maintenant, moi qui disais, les consulats sont fermés, il n'y a que l'ambassade, parce qu'on est en temps de guerre, et ça, faut pas l'oublier. Une guerre difficile. Dans les années 90. Voilà, donc la guerre civile. Voilà, donc moi je suis à 300 km, donc 600 allers-retours du seul lieu où j'ai besoin d'aller. Et je suis séquestrée, je ne suis pas libre de mes mouvements et j'ai pas d'argent, donc c'est compliqué. Mais du coup, je me dis maintenant, quand je dis que je suis française, j'ai au moins la preuve que je suis française, parce que avant, c'est bien beau de dire je suis française, et alors qu'est-ce qui prouve que... Montre-moi tes papiers et montre-moi ce qu'il en est. Mes amis se foutaient de moi en me disant, t'es une sans-papier dans les deux pays, toi. En tout cas, vous avez réussi un exploit extraordinaire. Vous avez réussi, malgré l'enfer que vous viviez en Algérie depuis 10 ans, à vous évader et à rejoindre enfin la France. Marie-Claire Vidja, vous êtes une vraie guerrière. On va continuer d'en parler dans un instant. Et on va recevoir le journaliste Claude Ardide, qui a mené une enquête incroyable au cœur de la brigade des mineurs de Marseille, où il a côtoyé l'horreur, il faut le dire. À tout de suite. Radio La Culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. La violence, André Berkoff, et cette violence, c'est bien Claude Ardide. Vous l'avez côtoyé pendant 2 mois au sein de la brigade des mineurs de Marseille. Bonjour à vous. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio jusqu'à 14h. Alors, dans votre livre, Les enfants du purgatoire, donc paru aux éditions de l'Observatoire, eh bien, vous racontez l'enquête que vous avez menée au sein de cette unité de police. Et vous racontez notamment 2 affaires de rapt d'enfants, dont une par une mère et une grand-mère. Racontez-nous. Alors, il y a eu 2 affaires pendant que j'étais à la brigade des mineurs. La première affaire concerne une mère et une grand-mère qui kidnappent leurs enfants, enfin leurs petits-enfants, et qui soustrait ces 2 enfants à l'autorité parentale. C'est-à-dire que le père ne voyait plus ses enfants depuis des mois et des mois et des mois. Et les enquêtrices, en l'occurrence c'était le groupe 4, donc des enquêtrices qui étaient chargées de cette affaire-là, ont découvert des choses absolument incroyables. Elles ont découvert notamment que la mère et la grand-mère et les enfants s'est réfugiés dans un premier temps dans un monastère dans la région d'Avignon, avec la complicité des nonnes, des bonnes sœurs. Ah ouais. Et puis, quand les enquêtrices ont commencé à comprendre qu'elles étaient situées à tel endroit, ces 2 femmes, avec les 2 enfants, une cavalcade, sont parties à Ancel, dans un autre monastère, dans un cloître. Et donc, là, elles avaient la certitude, les enquêtrices, que ces 2 femmes avec les 2 enfants étaient présentes. Elles ont demandé la présence, l'intervention de flics, alors là, pour le coup, armés, parce qu'on ne savait pas quel type de réaction pouvaient avoir ces femmes, et quel type de réaction, même si les bonnes sœurs sont des femmes a priori extrêmement bienveillantes, mais on ne savait pas ce à quoi elles allaient s'attendre. Donc elles sont arrivées avec une véritable armada. Alors les flics armés qui avaient des gilets pare-balles étaient en retrait, et Valérie du groupe 4 a frappé à la porte du monastère en disant, voilà, on sait qu'à l'intérieur de ce cloître, il y a 2 femmes avec les 2 enfants. La loi nous oblige à venir les chercher. Et donc la bonne sœur va mentir en disant, non, c'est pas vrai. Bon, donc ils ont récupéré les 2 enfants. Ça a été terrible. Parce que quand les enfants voient qu'en fait des flics viennent les chercher, ils ne comprennent pas, ils hurlent, ils sont dans un état d'excitation absolument incroyable, ce qui est naturel. Les 2 femmes, la maman et la grand-mère, hurlent aussi à l'injustice, elles crient, enfin c'est des crises absolument terrifiantes.
Et donc vous avez la grand-mère et la mère qui sont emportés, transférés vers Marseille dans un véhicule avec d'autres flics que ceux de la brigade des mineurs, et les 2 enfants sont pris en charge par la brigade des mineurs. Et Valérie et l'autre enquêtrice me racontent que le voyage entre Ansel et Marseille, donc ces 3 heures de voiture, ça a été terrifiant, parce que les enfants hurlaient, les enfants vomissaient dans la voiture, les enfants ne comprenaient pas ce qui leur arrivait, parce que ça faisait quand même des mois que ça durait. Et arrivé à la brigade des Marseille, c'est un autre décor. Les enfants ont compris qu'ils étaient dans un univers policier. Et au bout de l'enquête, ces 2 enfants, qui n'avaient pas encore vu leur père, qui ne voyaient plus ni leur grand-mère ni leur mère, ont été placés dans des familles d'accueil. Et donc ça a été un drame. Et quand les enquêtrices m'ont raconté ça, je vous assure qu'elles étaient bouleversées, parce que c'était terrible pour elles. Et oui, c'est un drame aussi pour elles, parce que ces femmes, il faut le dire, c'est autant des flics que des mères, que des psys, des assistantes sociales en quelque sorte. En l'occurrence, là, dans la voiture, elles m'ont dit, on a tout fait, on était des mamans, des assistantes sociales, on était des psys, on était aussi des flics, parce qu'il fallait qu'on respecte la loi. Ce qui a été le plus terrible, et je vous raconterai une deuxième affaire de kidnapping, ce qui a été le plus terrible pour elle, c'est de prendre des enfants sous le bras et de les amener dans des familles d'accueil. Puisque le papa n'était pas encore là, la maman et la grand-mère étaient en garde à vue. Et les enfants, il a fallu les arracher physiquement à ces enquêtrices. Parce que, au final, les 2 gosses s'étaient habitués quand même aux enquêtrices. Et donc, quand vous les amenez dans une famille d'accueil, je ne sais pas combien de temps ça a duré par la suite, mais ces enfants se sont dit, voilà, on était dans un monastère avec la grand-mère, la mère, on part avec les flics, on arrive dans une famille d'accueil. Pour eux, c'était terrifiant. Oui. Et c'est quoi la deuxième affaire? Alors, la deuxième affaire, c'est une affaire j'ai gardé d'ailleurs une vidéo. Alors, pour être très franc, j'y ai pas assisté, mais les enquêtrices, en l'occurrence c'était Marjorie, Céline, Émilie, etc., qui ont travaillé, m'ont montré la vidéo de 2 enfants. Leur papa était polonais, il avait kidnappé les 2 enfants, il était parti en Pologne, Pologne ou Hongrie, je sais plus très bien, enfin, dans un pays de l'Est. Et il avait soustrait ces 2 enfants à l'autorité des parents. Et un jour, par les douanes, les enquêtrices de la brigade des mineurs, qui avaient le dossier, puisqu'elles étaient chargées de retrouver le papa, apprennent que le père arrive à la gare Saint-Charles à Marseille avec les 2 enfants. Et donc elles arrivent à la brigade des mineurs avec beaucoup de précautions. Elles interpellent le papa, le mettent immédiatement en garde à vue, et elles prennent les 2 enfants qui ont, je crois qu'ils ont 5 ans et 3 ans, et les amènent à la brigade des mineurs. Et là, le bureau de la brigade des mineurs, de Marjorie, Céline, Natacha, se transforme en crèche. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de ces enfants? On les auditionne dans un premier temps avec beaucoup de précautions. Il y a des protocoles, le protocole de Nicht en l'occurrence, pour avoir des questions très larges pour qu'ils expliquent ces enfants ce qui doit arriver. Sauf qu'il y avait une grosse difficulté, c'est qu'ils ne parlaient pas le français, parce qu'ils étaient partis depuis des années dans un pays étranger. Et donc la salle, j'ai vu la vidéo. La salle se transforme en salle de crèche, presque d'animation. Vous voyez sur cette vidéo, vous voyez les enquêtrices qui chantent, qui dansent, qui leur donnent à manger, puis qui vont faire voilà, on danse. Et vous avez les trois enquêtrices qui sont là, qui ont presque les larmes aux yeux parce que ce sont les tout petits. Et les tout petits rentrent dans le jeu. Ils se mettent à danser, ils se mettent à chanter, ils imitent les 2 ou 3 enquêtrices qui sont avec elles. Et là, vous vous dites, c'est pas possible. Et après, j'aurais dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? On était des nounous, on leur a donné à manger, on a fait en sorte comme si c'était nos enfants. Immortels et éternels. Et là où ça a été terrible. Et là, c'est pour ça que j'en ai des frissons. Et quand j'ai vu la vidéo, franchement, alors que, moi j'ai pleuré. Sincèrement, quand j'ai vu la vidéo, parce que vous vous dites, c'est pas possible, ces femmes sont extraordinaires, ces 2 gamins, ils n'avaient rien demandé à personne. C'est quand les enquêtrices ont été obligées d'amener chacun des enfants dans une famille d'accueil, parce que le papa était en garde à vue, que la maman l'avait toujours pas retrouvé. Et donc, les enfants s'accrochaient aux enquêtrices en hurlant, en disant, mais où on nous amène? Parce qu'ils partaient dans des familles d'accueil. Donc, c'est probablement, au milieu de l'horreur que j'ai vécue pendant 2 mois et demi, c'est probablement des choses qui sont très émouvantes parce que ces enfants-là, d'un coup, sont projetés dans un monde inconnu. Ils arrivent chez des enquêteurs, chez des flics, ils vont dans une famille d'accueil, c'est-à-dire qu'on les soustrait d'un monde, certes, qui était illégal, puisqu'ils avaient été kidnappés, mais ces enfants ne savent pas où ils vont.
Juste une question. Je voudrais demander à Marie-Claire Vidjas, vous avez eu affaire à des enquêteurs ou des enquêtrices, vous? C'était plus la brigade des mineurs, bien sûr. Mais je veux dire par là, est-ce qu'on vous a interrogé ensuite? Je ne parle pas de votre livre et je ne parle pas des journalistes, mais... Oui, Marie-Claire a été interrogée en 1988. Racontez-nous, c'était en Algérie. Vous avez été interrogée par des représentants du gouvernement algérien et français en présence de vos bourreaux. Ils enquêtaient effectivement sur son enlèvement. Et à l'époque, ils vous ont demandé justement si vous aviez été maltraité et si vous aviez envie de rentrer en France, c'est ça? C'est ce que vous racontez dans votre livre. Non. Non. C'est ce que vous racontez dans le livre. Oui et non. Ce que vous dites, oui, mais ils n'ont pas enquêté sur... Ils m'ont pas demandé si j'étais maltraitée ou pas, c'est pas vrai. C'est ce qui est écrit dans votre livre, pardon. Pardon? Non. Ah oui. On n'a pas dit que les deux ministres m'aient demandé si j'étais maltraitée, ni même comment j'étais maltraitée. On leur reproche justement de ne pas l'avoir demandé, en fait. Alors, ils ont parlé, je ne me souviens pas de ce qu'ils ont dit. Comme je l'ai dit dans le livre, je me souviens juste de la question finale, qui est « Voulez-vous rentrer ?» Mais avant cela, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que moi, personnellement, les autorités, de ce que je m'en souviens, et je vais faire un résumé rapide, mais n'empêche que je vais le faire. Moi, je me souviens d'une fois dans le train, je ne sais pas si on arrête le train pour nous ou si c'est par hasard, mais en tout cas, la gendarmerie rentre dans le train, prend mon beau-père, lui fout les menottes et nous fout dans la camionnette. Prochain souvenir, c'est on me demande où on était, qu'est-ce qu'on a fait, moi j'en savais rien. On me casse mon disque Maya l'abeille sur la tête et vous voyez, j'ai 48 piges, on dirait que j'ai 4 ans en train de vous raconter ça et je suis pas contente. Tout ça en Algérie? Non, on est en France là. En France, là, oui, c'est vrai. Enfin, oui, d'accord. Après, mon prochain truc muche, c'est avec la police quand les voisins finissent par appeler la police par rapport à toutes les maltraitances qui se passent et qu'on voit que je suis très étranglée, etc. Puis après, on va à la DAS, mais c'est très flou, on revient, enfin bref, c'est compliqué. Et après, il y a ce fameux policier des frontières qui ne m'écoute pas. Voilà. Et puis tout d'un coup, revient l'État français dans ma vie, mon pays, en 88. La police algérienne fait pan, vient nous chercher. Alors c'est impressionnant quand des voitures de flics viennent d'un coup pour vous chercher, même si vous, dans votre tête, vous dites « Ah, c'est cool, on vient me chercher, moi, ça me va ». Bon, le problème, c'est qu'il prend la fuite, mon oncle, il me fout dans la bagnole, il prend la fuite, mais il se fait rattraper et finalement, il se plie. Et nous allons donc à la capitale, effectivement, comme vous dites, une rencontre entre les deux États, France-Algérie, puisqu'à l'époque, nous avions Annie Suguier avec la Ligue du droit de la femme, dont la présidente était Madame Simone de Beauvoir, qui, avec SOS Femmes et toutes les féministes du monde, avec les maires d'Alger qui avaient fait une grève de la faim, à Orly ou Roissy, je ne sais plus quel aéroport, ont fini par se faire entendre. Ça faisait quand même 8 ans qu'elles militaient. D'accord. Elles ont fait des marches, etc. Et elles ont obtenu cette rencontre. Suite à laquelle il y a eu la signature de la convention bilatérale, puisque nous avons... D'accord. Non, mais je voudrais qu'on revienne à votre... Eh ben moi, la seule chose que j'ai vécue à ce moment-là, c'est de me retrouver ramenée par la police dans ce grand salon de l'hôtel... et de revoir mes sœurs après tant d'années, et qu'on nous emmène dans un bureau, et que 2 hommes qui se... Alors, je sais pas, moi, c'est mon souvenir d'enfant, pour moi, c'est ministre de la France, ministre de l'Algérie, qui me parlent et qui me disent « Voulez-vous rentrer ?» Mais ils me parlent avec mon kidnappeur, là, qui a sa main là, et mon tuteur qui a sa main là, qui m'ont briefé avant. Donc, ils m'ont pas demandé, vous dites tout juste, Céline, mais ils m'ont pas demandé si j'étais maltraitée. Ils m'ont pas demandé ce que je vivais. Ils m'ont pas mise en sécurité. Ils nous ont mis en danger. D'accord, vous étiez effectivement carré là-dedans. Juste un mot... oui, revenons à la brigade des mineurs, effectivement, de Marseille, Claude Ardide, parce que le quotidien de ces femmes, on l'a parlé, c'est les rapts d'enfants, c'est aussi le viol, c'est l'inceste, et surtout un dossier dont on parle très peu, et pas assez, enfin, c'est vrai dans les médias, c'est les bébés secoués. Alors oui, pendant que j'étais... Alors moi j'étais le premier surpris, parce que j'ai assisté à des viols incestueux, des agressions sexuelles, effectivement des enlèvements, etc. Et puis il y avait des affaires de bébés secoués.
que j'ai pratiquement découverte pendant cette immersion. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez des parents qui étaient placés en garde à vue, parce que, pour une raison ou pour une autre, parce que le bébé pleurait, criait, parce que les parents étaient énervés, parce que l'un ou l'autre ne pouvait pas prendre en charge le bébé, il leur arrivait de le prendre, de le secouer, comme un bébé, c'est un squelette qui est très fragile. Il arrive ce qu'il arrive, c'est-à-dire qu'il y a on découvre tout de suite qu'il y a soit des fractures, soit il y a des fêlures, soit il y a beaucoup plus grave, il y a des enfants qui tombent littéralement dans le coma. Et donc, pendant mon immersion, j'ai assisté à ces affaires-là. Et il y en a eu beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup. Alors, il y en a eu 3 ou 4. Il y a 500, de façon révélée, identifiée, il y a 500 bébés secoués par an en France, ce qui est énorme. Et oui, 10% en meurent et 75% André Berkoff des survivants. Exactement, c'est terrifiant. Alors, pendant l'immersion, ça a été terrible pour les enquêtrices et les enquêteurs, parce qu'il y a un bébé secoué qui est mort pendant l'enquête, qui était hospitalisé à l'hôpital de la Timone. Le bébé, le cerveau ne répondait plus, donc on l'a débranché, et c'était une affaire absolument épouvantable, parce que les parents ont secoué le bébé est mort, et les enquêtrices étaient bouleversées, en l'occurrence encore c'était des femmes, parce qu'elles se sont dit, voilà, ça aurait pu être notre nourrisson, notre bébé. Ouais. Mais à la brigade des mineurs, Claude Ardide, la majorité, c'est des femmes ? Alors sur les 33, sur des mineurs, je parle des 30, je parle pas de l'état-major, il y a le commandant... Non, celles qui sont sur le terrain. Oui, il y en a 23. 23 femmes, c'est 70% de femmes. C'est une moyenne d'âge de 35-40 ans, très déterminée, un humour absolument colossal, une solidarité entre elles qui dépasse presque l'entendement. Moi, j'ai gardé de très très bonnes relations avec elles, on se parle. Elles me téléphonent régulièrement pour me raconter des histoires qui sont épouvantables, que j'ai découvertes la semaine dernière. Je peux pas en parler parce que c'est découvert par le secret d'instruction, et qui sont extrêmement étonnantes, quoi. Et le mystère que j'ai, moi, personnellement, et je leur ai encore dit, on a dîné avec certaines d'entre elles lundi soir, je leur dis toujours, mais comment vous faites pour tenir? Comment vous faites? Elles ont toujours peur de l'affaire de trop, vous le dites dans votre livre. Alors il y a Stéphanie qui un jour m'a pris un peu à part. Alors, elle m'a dit, voilà, ce qu'on craint, c'est l'affaire de trop. C'est-à-dire quelque chose qui fasse qu'à un moment donné, un burn-out, la boule au ventre qui fait qu'on n'a plus envie d'arriver au boulot, un inceste, un bébé secoué, un bébé... Oui, ce qu'elles ont à faire avec l'horreur tous les jours. Tous les jours. Moi, pendant mon immersion à la brigade des mineurs, je passais d'un bureau où c'était l'inceste, puis dans le bureau du groupe 3, c'était les bébés secoués, puis dans le bureau 1, c'était l'agression sexuelle. Un jour, c'est absolument incroyable, mais je suis tombé sur une affaire d'une maman éducatrice qui avait agressé sexuellement sa fille dans un bar assez à la mode du quartier de la Plaine à Marseille, et j'ai assisté à l'audition à la fois de la maman, de la petite fille de 5 ans et du papa qui pleurait à côté, enfin de l'ex-compagnon de cette femme. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des femmes qui pouvaient être des bourreaux. Sauf que cette femme-là, elle avait pris un cocktail à la fois d'alcool et de médicaments, et que, visiblement, elle avait perdu un peu la raison, était en espèce de tournant. Mais de voir les 3 affaires dans cette espèce de huis clos, avec la petite qui témoignait, qui racontait ce qui lui arrivait, en disant, je comprends bien le témoignage de cette jeune femme. Parce que la petite fille qui témoignait disait, mais moi, je veux pas qu'on fasse de mal à maman. Je sais que ce qu'elle a fait, c'est pas bien, mais j'aime ma maman. On a passé l'après-midi ensemble, on a fait de la trottinette, elle m'a acheté une glace, on a fait de l'acrobranche. D'ailleurs, on a oublié la trottinette, elle disait à l'enquêtrice que tu peux aller la chercher, mais je veux pas qu'on lui fasse du mal. N'empêche que la maman ait fait une bêtise, quoi. Une énorme bêtise. Ouais, c'est... Claude Ardide, on va continuer on va se retrouver plutôt dans un instant sur Sud Radio. Je suis bouleversée par tout ce que vous racontez. Comment se reconstruire? Et non, mais c'est la triste réalité, malheureusement, d'une partie de notre société. Comment se reconstruire quand on a vécu autant d'horreurs? On va en parler dans un instant sur Sud Radio, alors à tout de suite. Culture dans tous ses états, André Berkoff, Céline Alonso. Marie-Claire Vidja, c'est un sacré défi, survivre quand on a vécu autant de souffrances comme vous, enfant. Alors aujourd'hui, vous avez 48 ans, vous êtes enseignante, chercheur, docteur en sciences humaines et sociales. Comment allez-vous? Est-ce que l'enfer est derrière vous? Alors, compliqué de répondre, mais en tout cas, je reste sur ma devise qui est celle d'avancer. On n'oublie pas, on n'oublie rien, on reconstruit. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive et puis il détruit votre maison, vous n'allez pas déserter. Bah moi, en fait, je déserte pas. On a le droit de déserter si on veut, hein. C'est-à-dire, c'est possible. Moi, je reconstruis, je déblaye les ruines, je reconstruis. Parfois, ça retombe.
Qui vous a aidé? Et je reconstruis. Qui vous a soutenu dans ce chemin? La première chose, j'ai rencontré de belles âmes sur mon parcours. Hein. J'ai une maman de cœur. J'ai eu un papa de cœur qui nous a quittés le 8 juillet 2021. Oui, pas 22. Je suis perdue tellement que ça m'émeut. J'ai rencontré vraiment, j'ai vraiment de très belles personnes qui ont constitué une famille pour moi. Mais en fait, les livres, c'est mes potes. Alors, et les livres de Boris Cyrulnik, je le répète, j'en ai parlé tout à l'heure, je radote, c'est l'âge. Mais il m'a sauvée parce qu'un merveilleux malheur, ouais, je suis d'accord, ça existe. Claude Hardy, Boris Cyrulnik, oui. Oui, Boris Cyrulnik qui a préfacé votre livre, c'est ça? Oui, il a préfacé mon livre et quand j'ai envoyé les épreuves, il m'a répondu quelques jours après avoir lu. Et il m'a dit ceci: je suis stupéfait et bouleversé. Alors moi, j'ai répondu en disant, mais comment toi qui a couvert des conflits, qui a rencontré des enfants soldats, des enfants orphelins, des enfants traumatisés, qui parlent de résilience depuis 40 ans, je dis, comment toi tu peux me dire ça? Il me dit, écoute, voilà, je ne savais pas autant de choses que tu dévoiles sur l'inceste, sur les bébés secoués, sur les viols, sur les agressions sexuelles, sur les mamans qui peuvent aussi parfois agresser sexuellement l'enfant. Ça l'a beaucoup marqué. Et donc voilà, et on s'est rencontrés il y a 10 jours et Boris Cyrulnik, qui a beaucoup d'humour, il m'a dit... ton bouquin m'a presque fait pleurer. Et je dis, bon, c'était à la fois un hommage, et en même temps, j'étais désolé d'avoir fait pleurer un gars aussi extraordinaire que lui. Mais en fait, ce qui est désolant, c'est la réalité que vous racontez tous les deux, vous, que vous avez vécu dans votre chair, Marie-Claire Vidja, et vous, en tant que journaliste et excellent journaliste, Claude Hardy, vous racontez dans les brigades des mineurs de Marseille, encore une fois, l'innocence ravagée, l'innocence crime, l'innocence agressée, l'innocence violée, pour moi, et je crois que je suis pas le seul, l'un des crimes les plus abominables, et donc il faut se battre oui. Et informer. Et oui, merci à vous deux d'être venus sur Sud Radio. Marie-Claire Vidja, je rappelle que votre livre, L'enfant volé soumis à la violence de sa famille, est paru chez Max Milo. Je veux dire aussi un mot, parce que vous avez créé une association Terra Vie qui vient en aide donc aux enfants victimes de rapt par un parent. On peut vous contacter partout, vous êtes sur les réseaux sociaux, sur Internet. Claude Hardy, je rappelle que votre livre Les enfants du purgatoire est publié aux éditions de l'Observatoire. Tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaie sur Sud Radio.